Bonjour, je m'appelle Andréane Dufour-Bouchard, je suis nutritionniste et chef de projet pour l'organisme d'expertise sur l'image corporelle Équilibre. Bienvenue à ce 14e épisode du balado Au-delà du miroir, réflexion sur l'image corporelle. Janvier, c'est un mois où les gens ont tendance à prendre des résolutions. La perte de poids en fait souvent partie et l'industrie de l'amaigrissement le sait bien et y contribue d'ailleurs. Vous remarquerez sur les réseaux sociaux et autour de vous les discussions sur les résolutions de perte de poids, mais aussi le nombre de publicités et de régimes et autres produits soi-disant miracles qui sont mis de l'avant. Bien souvent, l'industrie a des stratégies très persuasives, des arguments très convaincants et c'est souvent tentant d'y croire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Jeanne Rosquier-Bisaillon, qui est nutritionniste et chargée de dossier sur l'industrie de la minceur et le marketing alimentaire à l'Association pour la santé publique du Québec. Salut Marie-Jeanne, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'ai hâte qu'on discute aujourd'hui. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Marie-Jeanne et moi, on va essayer de vous outiller en faisant le point sur les stratégies utilisées par l'industrie de l'amaigrissement pour vous convaincre d'acheter ces produits. Et on va aussi vous proposer des alternatives pour prendre soin de votre santé et de votre bien-être. Avant de commencer, j'aimerais ça partager avec vous quelques statistiques de notre plus récent sondage léger où 1803 Québécois et Québécoises âgés de 14 ans et plus ont répondu à des questions sur leurs préoccupations à l'égard du poids, de l'alimentation et de l'activité physique. Donc, au cours des 12 derniers mois, il y a 74 % des répondants et répondantes qui ont essayé de contrôler ou de modifier leur poids. Ça peut être d'en perdre, de maintenir, d'essayer de gagner du muscle ou du poids. Il y a 55 % des gens qui souhaitent maigrir, peu importe le poids. 48 % qui sont obsédés par le contrôle de leur peau ou leur apparence. En lien avec l'épisode d'aujourd'hui, il y a 39 % qui affirment que l'industrie de l'amaigrissement et du fitness influence d'une quelconque façon leurs croyances, leurs attitudes ou leur comportement. Il y en a 37 % qui se sentent coupables de ne pas mieux manger, 51 % qui se sentent aussi coupables de ne pas faire plus d'activité physique et 32 % qui affirment que leur apparence influence négativement leur estime personnelle. Comment tu réagis à ces résultats-là, Marie-Jeanne? Bien, malheureusement, je dirais que c'est des résultats qui m'étonnent pas du tout. C'est vraiment le reflet du culte de la minceur qui est vraiment omniprésent dans notre société. Donc, le culte de la minceur qui consiste à associer à tort la minceur avec la beauté, la santé, la réussite. C'est une pression sociale qui est très, très, très forte et qui nous martèle qu'il faut être mince à tout prix. Et le culte de la minceur, en fait, ouvre grand la porte à l'industrie de la minceur qui nous promet mers et mondes, et ce, de manière très, très agile et persuasive. Faut aussi se rappeler que c'est une industrie qui est très, très lucrative. Là, au Canada, en 2023, elle aurait rapporté 300 millions de dollars selon un rapport de Ibis World. Donc, c'est énorme. Et je pense que collectivement, en fait, il faut qu'on se pose la question, est-ce que c'est une industrie qui favorise vraiment le bien-être de la population? Ce qui est troublant, en fait, selon moi, c'est l'idée qui est véhiculée derrière les propos de l'industrie de la minceur qui consiste à dire que notre valeur en tant qu'individu est égale aux chiffres sur notre balance, ce qui est évidemment absolument faux. Oui, c'est sûr que ça incite à avoir envie de consommer ces produits-là. Puis dans le fond aussi, quand on parle d'image corporelle, c'est sûr que c'est normal de ne pas aimer nécessairement totalement notre corps ou d'avoir des fluctuations au niveau de notre appréciation corporelle. Ça peut varier au fil des jours. Mais dans le fond, ces résultats-là aussi, ça nous démontre qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être très préoccupées par le contrôle de leur poids et de leur apparence. Et ça fait que justement, il y a une grande proportion des gens qui sont plus sensibles ou plus vulnérables et plus susceptibles de se laisser influencer par justement ces messages très persuasifs de l'industrie. Je pense que comme professionnel de la santé, j'imagine que tu vas être d'accord avec moi, mais on est en désaccord évidemment avec ces messages frauduleux-là de l'industrie. Mais ce qu'on veut pas faire, par contre, c'est pointer du doigt ou faire sentir coupable ou juger les personnes qui achètent ces produits-là, parce qu'on sait que la pression de correspondre à ces standards-là est tellement forte. On sait qu'il y a plein de préjugés à l'égard du poids qui entretiennent aussi justement la peur de grossir. Il y a beaucoup de personnes aussi qui pensent que c'est la meilleure façon de prendre soin de leur santé. Donc, notre objectif, c'est vraiment de contrer toute la désinformation qui circule sur la perte de poids pour que les gens puissent prendre des décisions finalement qui vont être libres et éclairées et qui comprennent bien les réels enjeux s'ils décident finalement de s'embarquer dans des méthodes comme ça. D'ailleurs, vous avez fait un sondage, vous autres aussi, pour voir si les gens seraient tentés de faire confiance à différentes approches de perte de poids et je trouvais que les résultats étaient très intéressants. Alors, est-ce que tu voudrais nous en partager un peu?
Oui, ben comme tu l'as bien dit, c'est l'industrie de la minceur déploie un marketing qui véhicule énormément de désinformation ou de mésinformation sur le poids. Et souvent, elle met de l'avant des affirmations qui sont très, très fortes, mais qui sont basées sur des preuves faibles. Mm-hmm. On a voulu voir un peu dans la population québécoise, c'était quoi la perception de certains régimes populaires mis de l'avant par l'industrie de la minceur. Donc, selon le sondage qu'on a réalisé en 2021 avec la firme Léger, il y a plusieurs mythes sur le poids, l'alimentation qui persistent. Donc, par exemple, la moitié de la population a confiance en des méthodes de gestion de poids qui sont basées sur l'alimentation en fonction de la morphologie ou la génétique. Près de la moitié de la population a confiance en des méthodes basées sur la reprogrammation alimentaire. Et près du tiers a confiance en des méthodes d'élimination des toxines. Donc, c'est des méthodes qui ne sont pas du tout appuyées par les données probantes. Et d'ailleurs, ben, l'industrie de la minceur, c'est une industrie qui se renouvelle constamment, donc qui propose des nouveaux régimes à tout bout de champ. Et ben, ça contribue justement à amplifier toute la désinformation autour du poids. C'est tous des mots qui ont l'air très scientifiques, très sérieux, donc c'est sûr que ça rend ça très intéressant aussi pour le consommateur ou consommatrice qui est moins averti. Puis d'ailleurs, justement, l'industrie propose toutes sortes de produits, de moyens, des diètes, des produits naturels, des appareils, lasers ou autres. Souvent, dans notre jargon, on utilise l'acronyme PSMA pour produits, services et moyens amaigrissants. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Oui, en fait, il y a vraiment une vaste gamme de produits qui sont disponibles sur le marché, qui sont soi-disant miracles pour perdre du poids. Donc, dans les PSMA, ce qu'on inclut, c'est les régimes minceurs, c'est aussi tous les produits à visée amaigrissante comme les coupes-fins, les brûleurs de graisse, les produits détox. Il y a également les substituts de repas. Après, tout ce qui est appareils technologiques, donc appareils au laser, électrostimulation en font partie également. Puis, on peut aller même jusqu'aux vêtements minceurs, par exemple. Donc, ça inclut vraiment une vaste gamme de produits qui permet, en fait, de rejoindre plusieurs segments de la population. Et je tiens à dire aussi que notre définition exclut les services qui sont offerts par des professionnels de la santé, c'est comme des nutritionnistes, par exemple, ou des médecins qui sont des personnes qui adoptent une approche qui est basée sur les données probantes. Oui, absolument. C'est bien de faire la distinction. Donc, maintenant qu'on comprend mieux justement les différents produits qui sont mis de l'avant par l'industrie de l'amaigrissement, on va enfin parler du bout où j'avais hâte d'arriver, les tactiques justement que l'industrie utilise pour vendre ses produits. Donc, bien sûr, l'industrie s'adapte aussi selon les tendances, les messages de santé publique. Dans les dernières années, décennies, on a beaucoup plus parlé dans nos messages de santé des dangers de la restriction ou encore on mise davantage sur le plaisir de manger. On parle de santé globale, physique, mais mentale aussi. Donc, on remarque que les publicités vont souvent mettre l'accent sur ces messages-là en disant, par exemple, perdez du poids sans vous priver ou vous pouvez suivre notre plan, mais en intégrant des aliments plaisir. Donc, ils utilisent aussi ces arguments-là. Et souvent, même les couleurs, les images utilisées, ça évoque le naturel, le bien-être. Il y a des couleurs vert, bleu, des gens là, qui ont l'air tout heureux et zen et en santé. Donc, ça, c'est des stratégies qui sont quand même très accrocheuses. Donc, j'imagine que tu en as observé plusieurs autres. Est-ce que tu voudrais nous en partager justement pour que les gens puissent être un peu plus à l'affût? Bien, les exemples que tu as donnés sont très bons. Puis effectivement, c'est des choses qu'on constate souvent. Puis je dirais que souvent, c'est comme un mélange de stratégies qui sont utilisées dans les publicités. Donc, par exemple, pour se donner une allure plus crédible, ils vont souvent utiliser des mots savants comme thermogénétique, catalyseur, enzyme ou encore métabolisme. Donc, c'est des mots qui donnent une certaine crédibilité aux publicités. Hein? Ensuite de ça, les publicités tentent aussi de nous faire croire que l'efficacité des produits qui sont promus est démontrée par des recherches scientifiques approfondies. Par contre, quand on creuse un peu puis qu'on va voir les recherches dont il est question, souvent on se rend compte que c'est des études qui sont de faible qualité, c'est-à-dire des études qui sont faites sur des très courtes périodes de temps, des études qui sont faites sur des petits échantillons. Des fois, c'est même pas des échantillons humains, c'est des échantillons animaux ou même des études qui sont financées par l'industrie de la minceur. Donc, les publicités tentent aussi de nous faire croire justement que les méthodes minceurs qui sont vendues sont appuyées par des scientifiques ou des experts de la santé. Par exemple, en mettant des photos de personnes qui portent des sarraux. Mais ça veut pas dire que c'est nécessairement des vrais professionnels de la santé. Puis, parallèlement à ça, il y a aussi beaucoup de personnes qui s'improvisent
utilisent comme étant des spécialistes de la santé alors qu'ils n'ont pas nécessairement l'expertise nécessaire. On peut, par exemple, penser aux gens qui mettent de l'avant le fait qu'ils ont un doctorat, mais au final, c'est comme un doctorat, par exemple, en physique. Donc, c'est même pas un doctorat en santé ou en alimentation, mais ils vont donner des astuces de santé. Et finalement, ben, ce qu'on voit aussi énormément avec les publicités de l'industrie de la minceur, c'est des témoignages chocs de type avant, après. Ben, de un, on peut pas garantir que les photos sont pas retouchées. Et de deux, c'est pas parce que, en fait, on peut pas généraliser l'expérience d'une personne à l'ensemble de la population. Il y a beaucoup d'autres facteurs qu'il faut prendre en considération, comme l'hérédité, les habitudes de vie, les tentatives passé de perte de poids, par exemple. Donc, mais c'est quand même des tactiques, là, c'est ça qui sème une certaine confusion. Puis on en a vu même des fois des vidéos sur les réseaux sociaux de personnes comme ça qui montrent qu'ils prennent une certaine position, ils laissent sortir leur ventre versus une autre, puis que finalement, ça fait un avant-après qui a l'air vraiment impressionnant, mais c'est juste la façon dont la personne se tient, là. Donc, c'est le fun des fois aussi qu'il y a des gens qui commencent à montrer un petit peu plus l'envers de la médaille et à sensibiliser aussi à cet aspect-là qui est un peu frauduleux quand même, là. Puis, un autre élément qui est quand même frauduleux, qui m'a bien frappé ou choqué personnellement, ben c'est ça, c'est les différents canaux de diffusion des fois de ces messages-là. Donc, avant, on voyait plus des messages qui provenaient directement des compagnies où c'était bien affiché que justement la publicité venait de la compagnie elle-même. Mais maintenant, il y a certaines personnalités publiques qui se font même usurper leur identité et les produits finalement sont vendus en disant « Ah oui, telle vedette est derrière tel produit ». C'est arrivé justement il y a quelques années à Ariane Moffat, puis on voyait sa photo qui était un avant-après et un témoignage d'elle qui disait qu'elle avait perdu du poids en prenant des suppléments brûleurs de graisse. Et finalement, évidemment, elle a essayé d'arrêter ça, mais malgré les tentatives, c'était difficile parce que souvent, le nom de domaine, le nom du site web changeait, donc c'était difficile d'empêcher la publicité de circuler. Et finalement, elle a fini par écrire un message pour dire que jamais elle ferait la promotion d'aucune forme de diète comme ça ou d'un espèce de pseudo-produit magique en lien avec l'amaigrissement. Mais on dirait que je me disais, hey, on est rendu là, tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens aussi qui ont eu envie d'acheter ce produit-là, qui y ont cru parce que ça venait justement d'une personnalité en qui il avait confiance, qui incarne aussi le bien-être, être bien dans sa peau et tout ça, le succès. Donc, j'imagine que tu as vu aussi passer des choses comme ça de ton côté. Ben oui, c'est une pratique que l'industrie de la minceur utilise souvent. Tu sais, c'est arrivé avec Ariane Moffat, mais c'est aussi arrivé avec d'autres célébrités comme Denis Coderre, Gino Chouinard ou Michel Charette, entre autres. Là. Puis ce qui est préoccupant, c'est que même que l'image de marque des médias est imitée. Donc, par exemple, ils vont même jusqu'à reprendre le visuel du Journal de Montréal pour faire comme si c'était un vrai article du Journal de Montréal, alors que ce n'est pas du tout. Donc, c'est parfois des cas de fraude, c'est-à-dire que les personnes qui commandent les produits les reçoivent jamais ou bien se font charger plus que ce qui était prévu. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose de préoccupant. C'est vrai, il y a ça aussi. Donc, toujours avoir en tête de se dire ça a l'air trop beau pour être vrai ou qu'on pense que la personne ne serait pas associée à ce genre de produit-là normalement. Restons critiques. Une autre stratégie qui est un petit peu similaire, mais qui a tendance à se baser sur la confiance, dans le fond, c'est le marketing de réseau aussi qui gagne de plus en plus en popularité. Donc, c'est des gens qui sont un petit peu plus proches de nous ou sur les réseaux sociaux, mais j'aimerais ça que tu m'en parles davantage parce que vous avez fait d'ailleurs un outil aussi pour sensibiliser les gens à cette forme de marketing-là que l'industrie utilise. Il y a plusieurs compagnies de marketing de réseau qui vendent des produits minceurs ou des plans alimentaires, par exemple, pour la perte de poids. Les compagnies de marketing de réseau, c'est des compagnies qui sont basées sur des distributeurs individuels indépendants. Donc, on peut seulement se procurer les produits qui sont vendus par le biais de ces personnes-là. Et c'est des personnes qui vont donc solliciter des personnes de leur entourage, comme par exemple leur famille, leurs collègues et leurs amis pour, entre autres, vendre des produits. Et en fait, c'est facile de faire confiance aux produits dans ce contexte-là parce qu'ils sont promus par des personnes qu'on connaît exactement. Je crois, ceci dit, que la majorité des distributeurs et distributrices veulent vraiment faire le bien. Ils s'engagent dans une démarche où la santé est importante. Souvent, eux-mêmes consomment les produits, donc ils y croient dur comme fer. Le problème, par contre, c'est que n'importe qui peut devenir distributeur. Donc, c'est pas nécessairement des personnes qui ont des formations en santé, mis à part celle qui est donnée par les compagnies elles-mêmes, mais ils vont souvent s'avancer sur des conseils de santé, puis c'est là qu'il y a un certain risque de dérive, là.
Ben oui, vraiment. Puis on s'entend que dans le fond, les personnes qui vendent ces produits-là, ils peuvent sous-estimer les risques ou moins connaître les interactions avec certains médicaments ou autres parce que justement, c'est pas des professionnels de la santé. Et ça m'amène à parler justement des produits de santé naturelle de perte de poids parce que souvent, on a tendance à penser que si c'est naturel, ça doit être inoffensif ou si c'est vendu en pharmacie, c'est sûr que tout le monde peut en consommer sans danger, mais c'est pas le cas nécessairement toujours. Et justement, tu as participé à un reportage l'année dernière à l'émission La Facture pour commenter l'histoire d'un homme dans la trentaine quand même qui avait eu des graves dommages au foie après avoir consommé un brûleur de graisse à base d'extrait de thé vert. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu l'histoire? Ben oui, en fait, c'est le reportage de La Facture, en fait, met de l'avant l'histoire d'un homme qui s'est fait conseiller justement par une distributrice de marketing de réseau de prendre un combo de produits minceurs pour perdre quelques livres. L'homme en question a eu des complications au niveau de son foie très graves. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Ensuite de ça, il y a eu d'autres complications au niveau de sa santé. Et justement, comme tu l'as dit, ben, le problème au foie a été attribué très probablement à l'extrait de thé vert qui était présent dans un des produits qu'il a consommé. Dans la littérature scientifique, il y a quand même plusieurs cas qui sont répertoriés. C'est des cas qui sont rares et imprévisibles, mais ça arrive que l'extrait de thé vert cause des dommages au niveau du foie. Puis c'est pas le seul produit minceur qui a déjà été ciblé pour ses effets négatifs. Là, je peux penser, il y a quelques années, il y avait de l'éphédrine sur le marché qui était des fois combiné même avec de la caféine dans les produits minceurs. Donc là, il y avait des risques, par exemple, de crise cardiaque. C'est dangereux. C'est dangereux. Puis maintenant, ben, heureusement, ce produit-là est plus disponible là, en vente libre au Canada. Mais ça témoigne quand même du fait que c'est pas parce que c'est un produit de santé naturelle que c'est nécessairement sans danger. Et d'ailleurs, en 2021, le vérificateur général du Canada a publié un rapport qui démontre qu'il y a des failles dans l'encadrement des produits de santé naturelle au Canada, notamment au niveau de leur étiquetage et de leur publicité. Donc, comme tu le dis, c'est ça, c'est pas parce que c'est naturel que c'est nécessairement sans danger. Et au Québec, selon un sondage léger qu'on a réalisé, c'est 1 personne sur 5 qui considère que les produits de santé naturelle à visée amaigrissante sont sans danger. Donc, c'est quand même un mythe là, qui persiste encore beaucoup. Vraiment. Puis si cette personne-là avait voulu perdre du poids en pensant améliorer sa santé, finalement, ben on voit que l'effet était vraiment inverse. Là. Donc, il y a d'autres façons d'améliorer notre santé que de prendre ces produits-là aussi. On y reviendra tantôt. On a commencé justement à parler de l'innocuité un peu de ces produits-là, de l'efficacité remise en doute de tous les produits, services et moyens amaigrissants. Mais justement, comme tu commençais à dire, même en étant conscient des fois des stratégies utilisées, les gens peuvent se dire « Bah, c'est pas grave, j'ai rien à perdre, je l'essaye, au pire, ça fonctionnera pas. » Donc, comme l'extrait de thé vert dont tu parlais tantôt, les conséquences, ça peut être quand même grave dans certains cas. Mais en général, c'est quoi les autres conséquences des produits, services et moyens amaigrissants sur la santé qui sont peut-être pas nécessairement à ce point-là graves ou mortels, mais qui peuvent être quand même non négligeables là, sur le plan de la santé? Ben, je dirais que la liste de conséquences est quand même longue, considérant la vaste gamme de produits, services et moyens amaigrissants qu'on retrouve sur le marché. Par exemple, quand on pense à des régimes très restrictifs, ben là, évidemment, on peut se retrouver en manque d'énergie. Donc, on peut avoir de la fonte musculaire, de la fatigue ou encore des carences alimentaires, par exemple. Faut pas oublier au final que notre corps a besoin d'énergie pour fonctionner. Fait que c'est sûr que si on coupe drastiquement ce qu'on mange, ben on risque d'avoir des effets indésirables. Quand on parle, par exemple, des produits minceurs, ben comme on l'a dit avec l'extrait de thé vert, il peut y avoir des effets secondaires indésirables, mais ça peut également interagir avec nos médicaments. Donc, ça aussi, il faut le prendre en considération. Vraiment. Puis, c'est sûr qu'il y a des effets très importants sur la santé physique, mais un autre aspect que je trouve qu'on banalise peut-être ou qu'on minimise, c'est toutes les conséquences que ça peut avoir aussi sur la relation qu'on entretient avec notre corps, aussi avec la nourriture, l'activité physique. Et quand il y a une recette un peu toute faite pour perdre du poids, bien souvent, ça nous amène probablement plus dans le cadre de régimes plus traditionnels, mais à exclure certains aliments ou à s'autoriser à manger certains aliments, mais seulement à une certaine heure, ou à croire que si on n'a pas la petite pilule qui va nous aider à brûler les graisses ou peu importe, bien que là, on va reprendre le poids perdu. Et évidemment, on a tendance à penser que si c'est promis par la méthode, bien c'est sûr que ça fonctionne et que si ça fonctionne pas, bien c'est nous le problème. Et tout ça, ça a des impacts négatifs sur la santé physique, mais justement aussi beaucoup sur la santé mentale. Et je trouve que ça fait qu'on travaille jamais
vraiment notre image corporelle, qui est souvent au cœur de toute cette démarche-là, notre relation avec la nourriture, parce qu'on peut apprendre à manger de façon équilibrée, de façon variée. Même chose avec l'activité physique, bouger pour le plaisir ou d'autres motivations que le poids. Donc, finalement, en travaillant pas ça, c'est comme si on réglait jamais la source du problème. Puis même, on en crée peut-être des nouveaux quand finalement on abaisse notre métabolisme ou qu'il y a des éléments comme ça qui surgissent. Donc, je pense qu'il faut rester vigilant puis pas oublier toutes les conséquences sans non plus avoir peur, mais juste de prendre le temps de comprendre que s'embarquer là-dedans, c'est peut-être aussi se mettre à risque de vivre ces conséquences-là. Ben oui, ça, tu as absolument raison. Tu sais, les PSMA peuvent causer un sentiment d'échec répété et une diminution de l'estime de soi. Et l'industrie de la minceur laisse souvent croire que si ça n'a pas marché, si la personne n'a pas réussi à perdre du poids, c'est de sa faute. C'est parce qu'elle n'a pas fait preuve d'assez de volonté, parce qu'elle n'a pas suivi les règlements à la règle. Tu sais, ce qui est absolument pas vrai. Mais le résultat de ça, c'est que les personnes ont tendance à se blâmer elles-mêmes pour les échecs vécus plutôt que de blâmer la méthode qui n'est pas efficace. Ils se retrouvent là dans un cercle vicieux, en fait, de tentatives de perte de poids. Il faut en parler plus, puis il faut apprendre à le dire, puis à le nommer pour que justement les gens disent « Hey, oui, moi aussi ». Puis souvent, je fais ce parallèle-là, mais c'est comme un peu s'il y avait une marque d'auto qui fonctionnait plus, puis que les freins ne fonctionnaient plus après 2 semaines, personne se dirait « Oh mon Dieu, je conduis assez mal ». Tu sais, les gens diraient « C'est la compagnie, c'est sûr ». Tu sais. Mais on dirait qu'avec les régimes, ça fait pas ça. Donc, il faut arrêter de se remettre en question nous-mêmes, puis apprendre à dire que ça fonctionne pas pour que les gens tombent pas dans le panneau aussi, là. Maintenant, j'aimerais ça quand même te poser la question là, qui brûle les lèvres sûrement de plusieurs consommateurs et consommatrices. Est-ce qu'il y en a certains de ces produits-là qui peuvent être vraiment efficaces? Je connais déjà la réponse, mais j'aime ça aussi quand je suis pas la seule à le dire, puis quand on est plusieurs professionnels à marteler ce message-là. Donc, à toi la parole. Ben oui, on peut joindre nos voix à ce niveau-là. Donc, c'est sûr, il n'y a pas de produit miracle là, qui permettent de perdre du poids. Si ça existait, je pense qu'on le saurait déjà. Et si ça existait, il n'y aurait pas toujours des nouveaux produits qui apparaîtraient sur le marché. C'est vrai que cette inefficacité-là, ça permet justement à l'industrie de se renouveler, de continuer à vendre ses produits. Puis je pense que, comme on disait tantôt, le fait que les gens dénoncent pas, ça joue beaucoup en la faveur aussi de l'industrie. Je pense qu'une autre chose aussi qui fait que les gens ont tendance à penser que ça va fonctionner, c'est qu'on a tendance à penser que comme l'industrie nous le promet ou comme la culture des diètes a tendance à le véhiculer, on a le contrôle sur notre poids. Mais dans le fond, on n'a pas autant de contrôle nécessairement que ce qu'on pense. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent le poids, qui sont différents pour nous, de la voisine peut-être pour qui ça a pu fonctionner ou de la personne qui vend justement certains produits pour qui ça a été un succès. Donc, même si on met la meilleure volonté du monde, le corps n'est pas aussi malléable que ce qu'on souhaite ou ce que justement l'industrie nous laisse croire. Puis c'est important de comprendre que notre poids est déterminé en grande partie quand même par notre génétique. Ça peut être influencé aussi par notre âge, par la prise de certains médicaments, par différents facteurs sur lesquels on n'a aucun contrôle. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas du tout perdre de poids, mais dans le fond, l'important, c'est d'avoir des attentes réalistes puis de comprendre un peu que même si on aimerait ça avoir un chiffre ou qu'on a un chiffre en tête, on ne peut jamais prédire ça va être quoi le chiffre sur la balance, que ce soit en utilisant ces produits-là ou même si on fait des changements qui sont sains, qui sont accompagnés par un professionnel de la santé, même si on améliore graduellement nos habitudes de vie, on ne peut jamais savoir comment ça va se traduire en termes de perte de poids ou en chiffre sur la balance. Et ça, c'est important d'apprendre à accepter ça, même si c'est très difficile, puis même si ça va à contre-courant de tous les messages super prometteurs de l'industrie. Mais il ne faut pas oublier non plus que la perte de poids, c'est pas la seule façon d'améliorer notre santé. Donc, je pense que ça aussi, c'est un autre élément qui peut peser dans la balance, sans faire de jeu de mots. Oui, effectivement. Notre poids ne détermine pas notre santé. Puis je dirais aussi qu'il y a toutes sortes de facteurs qui influencent notre santé autres que le poids. Donc, je pense qu'il faut se rappeler que, comme tu l'as bien dit, qu'il y a toutes sortes de manières d'améliorer notre santé, notre bien-être qui ne passent pas nécessairement par un changement de notre poids. Puis c'est pas... l'idée, c'est pas de changer notre alimentation de A à Z ou de devenir un athlète demain matin. On peut amener des petits changements dans notre quotidien et y prendre plaisir aussi pour qu'on puisse les maintenir dans le temps. Donc, je pense que c'est important aussi de se souvenir de ça. Moi, je suis une adepte des petits changements, mais c'est sûr que de dire un petit changement qui ne mènera peut-être pas nécessairement à une perte de poids, c'est un argument faible par
par rapport à l'industrie qui dit on vous garantit que vous allez rentrer dans votre robe de bal dans 1 mois. Donc, ça, c'est important aussi juste de remettre en question que si on fait des changements graduels, ben c'est ça qui est plus susceptible d'être maintenu à long terme. C'est ça qu'on est plus susceptible d'aimer faire. Mais c'est ça qui est un gage aussi de santé globale. Mais c'est un message qui est difficile à passer parce que justement, il est moins vendeur que les messages de l'industrie. Mais c'est ça que les professionnels disent. La science s'entend là-dessus. Donc, je pense que c'est le message qui est important d'essayer tranquillement de commencer à intégrer, là. Donc, maintenant qu'on réalise que les stratégies de l'industrie sont frauduleuses, que tous ces moyens-là peuvent être risqués et qu'en plus, en général, ils sont inefficaces à long terme, qu'est-ce qu'on peut faire? Il existe des lois qui encadrent les publicités au Québec et au Canada. Donc, c'est interdit de mettre de l'avant des contenus qui sont trompeurs ou mensongers dans des publicités. À l'Association pour la santé publique du Québec, on a déjà porté plainte là, contre certaines publicités de PSMA qui, justement, mettait de l'avant des affirmations très fortes sans nécessairement avoir de preuves scientifiques pour les soutenir. Donc, c'est possible de dénoncer les pratiques qui semblent trompeuses. D'ailleurs, sur le site de notre campagne Apparence trompeuse, on a un formulaire pour dénoncer les pratiques qui nous semblent un peu problématiques. Nous, on analyse les plaintes qu'on reçoit, puis on va ensuite déposer plainte aux instances concernées si c'est possible. Je suis contente que tu en parles parce que j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est très, très connu non plus. Tu sais, qu'il y a un formulaire, des gens qui sont derrière ça. Des fois, on se scandalise entre nous aussi, mais après ça, on peut vraiment faire quelque chose puis avoir un pouvoir, dans le fond, de faire changer les choses. Puis justement, comment ça fonctionne, la dénonciation? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Tu sais, est-ce que les plaintes que vous avez déposées, est-ce qu'il y a eu des sanctions? Est-ce que ça a porté fruit? Oui, ça fonctionne. Puis je dirais même que c'est important de mobiliser les mécanismes qu'on a en place. Par exemple, c'est pas une plainte qu'on a déposée, mais le Bureau de la concurrence du Canada a déjà émis une sanction contre une compagnie qui faisait des publicités trompeuses de produits amaigrissants. La compagnie a eu une amende de 100 000 $, a dû changer toutes les mentions relatives à la perte de poids sur ces produits. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est l'impression générale qui est donnée par la publicité qui permet de déterminer si, on veut porter plainte ou non. Donc, j'explique. Si on prend, par exemple, une publicité qui met de l'avant les tactiques qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire mettre des témoignages chocs, des photos avant-après, des mots savants de l'avant, mais qui mentionnent en tout petit caractère à la fin de la publicité que, par exemple, le produit minceur fonctionne seulement pour la perte de poids s'il est accompagné d'un changement dans l'alimentation ou d'un changement dans l'activité physique. L'impression générale donnée par la publicité reste que le produit est efficace et est miraculeux pour la perte de poids. Et donc, une plainte est envisageable. Et c'est normal parce qu'en tant que consommateur, je veux dire, on lit pas les petits caractères en bas des publicités. Donc, il faut vraiment regarder qu'est-ce que la publicité, rapidement, nous évoque comme impression. Et là, je veux aussi mentionner que l'idée, c'est pas non plus de mettre tout le poids sur les épaules des consommateurs et des consommatrices. Je pense que l'industrie doit revoir ses pratiques et on peut aussi améliorer l'encadrement de l'industrie, mais on peut juste simplement souligner qu'on a quand même un certain levier en tant que consommateurs et consommatrices là, quand il est question de publicités qui sont trompeuses. Bien, merci du travail que vous faites pour ça. C'est super important. Maintenant, si on a pris le temps de bien peser les pour et les contre, on a réfléchi aux enjeux, on comprend qu'on n'a pas nécessairement totalement le contrôle sur notre poids, mais qu'on souhaite quand même essayer d'entreprendre une démarche visant à modifier notre poids, est-ce qu'il y a des façons de faire qui sont plus sécuritaires? Je dirais que c'est super important de consulter des professionnels de la santé. Donc, par exemple, si on veut apporter des modifications à notre alimentation, on peut aller voir une nutritionniste. D'ailleurs, sur le site de l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec, on peut vérifier le droit de pratique. On peut également trouver un ou une professionnelle qui pourrait nous accompagner. Pour ce qui est des produits amaigrissants, par exemple, avant de se lancer dans l'utilisation des produits amaigrissants, je recommande fortement d'en discuter avec un pharmacien ou une pharmacienne. Ils sont capables de nous donner leur juste sur ces produits-là, de voir si on a des médicaments qui feraient en sorte qu'il pourrait y avoir une interaction.
Et je pense que si on souhaite aussi améliorer notre image corporelle, qui est un aspect aussi très important, on peut se tourner vers des ressources comme Équilibre. Là, vous avez une foule d'outils super intéressants à ce niveau-là aussi. Pour nous, c'est super important de pouvoir offrir aussi aux gens différentes options parce que des fois, de consulter un professionnel de la santé, il y en a qui ont besoin d'aller jusque-là. Puis des fois, il y a aussi des listes d'attente. C'est pas toujours aussi accessible que ce qu'on souhaiterait. Mais des fois, c'est juste ça commence par une petite prise de conscience aussi en lisant un blog, en regardant une publication sur les réseaux sociaux. Donc, on fait effectivement beaucoup de contenu pour aider les gens à avoir des petits déclics, à essayer de changer tranquillement certains réflexes, certaines croyances. Donc, on a évidemment le balado là, qui est à la disposition de tous et de toutes sur la question de l'image corporelle, des publications sur les réseaux sociaux, des billets de blog. On a aussi une conférence pour apprendre à manger avec bienveillance, une conférence en ligne. Et on a aussi un répertoire de professionnels de la santé qui sont formés à l'approche d'intervention qu'on met de l'avant chez Équilibre, là, qui sont disponibles aussi sur notre site web. Avant de terminer, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de nos discussions d'aujourd'hui? S'il y avait une chose ou deux là, avec quoi on devrait repartir? Je pense simplement que quand quelque chose paraît trop beau pour être vrai, il faut se méfier. Je pense que c'est un réflexe assez facile à intégrer dans notre quotidien. Quand on voit une publicité, on se dit « Ah, est-ce que ça me semble trop beau pour être vrai? » Si la réponse est oui, probablement qu'il faut faire attention. Et la deuxième chose aussi que je voudrais que les gens retiennent, c'est que collectivement, je pense qu'on doit faire plus preuve de bienveillance et de douceur envers nous-mêmes, puis se concentrer sur des choses vraiment qui nous procurent du bien-être plutôt que d'adopter des approches qui sont vraiment centrées sur le poids. Puis accepter des fois que le corps change ou correspond pas nécessairement aux standards qui sont imposés par la société, qui sont en général irréalistes aussi, mais c'est un travail de longue haleine. C'est long aussi, changer des normes sociales, changer des préjugés, mais je suis bien d'accord avec toi que la bienveillance et la douceur, c'est une bonne résolution pour 2025. Merci beaucoup d'avoir contribué à développer notre esprit critique aujourd'hui, à faire en sorte qu'on sache à quoi faire attention si on veut être des consommateurs ou des consommatrices plus avertis. On espère que nos discussions vont vous avoir aidé à être plus critique, bien sûr, par rapport aux méthodes proposées par l'industrie. Peut-être que vous allez avoir envie de dénoncer les fausses promesses aussi sur le site avec le formulaire qui est en ligne. Et peut-être que vous allez décider aussi de ne pas prendre de résolution cette année ou du moins de prendre des résolutions qui sont différentes et qui sont plus bienveillantes. Si vous avez aimé les contenus qui sont abordés dans ce balado et que vous avez envie d'en savoir plus sur tout ce qui touche à la relation avec le corps, la nourriture et l'activité physique, rendez-vous sur équilibre.ca et suivez-nous sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook à Groupe Équilibre. Merci à Virage Sonore pour l'enregistrement, le montage, le mixage et la composition musicale du balado. La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration et à l'appui financier du gouvernement du Québec.